Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui paraît toute simple, mais qui en fait est un abîme de complexité. Oui, la question c'est... Comment on fait pour vraiment comprendre une culture? C'est ça. Pas juste apprendre les coutumes ou la langue, mais saisir ce qui fait vibrer les gens, ce qui donne un sens à leur monde. Et pour nous guider, on a une source qui a littéralement changé les règles du jeu en sciences sociales. C'est l'interprétation des cultures de l'anthropologue américain Clifford Geertz. Ah oui, un classique. C'est un de ces bouquins qui, une fois qu'on l'a lu, ça modifie la façon dont on regarde tout autour de soi. C'est exactement ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans ce texte, il est dense mais absolument passionnant, pour en extraire l'essentiel. On va voir ensemble comment un simple clin d'œil peut contenir plus d'infos qu'un roman. Et comment un combat de coq à l'autre bout du monde peut être décrypté comme un grand texte de philosophie. Alors, accrochez-vous, on va apprendre à lire le monde un peu différemment. Voilà. Pour commencer, Geertz nous met en situation avec une image toute simple. Imaginez deux garçons. Mhm. Tous les deux contractent très vite la paupière de leur œil droit. Physiquement, le mouvement est identique. Mais pour le premier, c'est un tic nerveux, involontaire. Pour le second, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil complice adressé à un ami. Exactement. La question, c'est comment on fait la différence ? Et c'est tout le cœur du problème, c'est la porte d'entrée vers son concept le plus célèbre, la description dense. La description dense, oui. Une description que Geertz appelle mince se contenterait de dire « tic ». Contraction rapide de la paupière droite. Point. C'est factuel, c'est objectif. Mais ça ne nous apprend rien. Ça n'a aucune signification. Aucune. La description dense, elle, cherche à comprendre la signification. Et dans le clin d'œil, il y en a une quantité folle. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais... Mais pensez-y. Contrairement au tic, le clin d'œil est fait exprès. Il vise une personne précise pour lui envoyer un message secret, avec un code que seuls les initiés comprennent. Et tout ça à l'insu des autres. Voilà. C'est un balai social incroyablement complexe en une fraction de seconde. L'anthropologie pour Geertz, ce n'est pas d'observer des tics, c'est de déchiffrer ces clins d'œil, de comprendre toutes ces couches de sens. Et il illustre ça avec une histoire absolument rocambolesque. Ça se passe au Maroc au début du XXe siècle. Ah oui, l'histoire de Cohen. Ça implique un commerçant juif, des tribus berbères et les autorités coloniales françaises. C'est presque un film. C'est une histoire vraie rapportée à Geertz. Ce commerçant, Cohen, se fait voler par des membres d'une tribu voisine. Et au lieu d'aller voir les Français... Et il utilise le système local, c'est ça? Justement, il invoque un pacte commercial traditionnel, une sorte d'assurance mutuelle entre tribus, pour exiger réparation. Et là, ce qui aurait dû être une simple transaction se transforme en une saga épique. Parce que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Pas du tout. Cohen part avec des guerriers de sa tribu alliée pour récupérer son bien. Ils ne trouvent pas les voleurs, alors ils décident de se servir et ils prennent tout le troupeau de moutons de la tribu adverse. Ah oui, quand même. On frôle la guerre ouverte. Les fusils sont sortis. Finalement, un accord est trouvé. 500 moutons en dédommagement. Et la scène finale est surréaliste. C'est celle où Cohen choisit les bêtes lui-même. Oui, on imagine Cohen, ce commerçant en robe noire, au milieu d'une plaine immense, qui choisit les 500 meilleures bêtes, sous le regard médusé des Français qui ne comprennent absolument rien à ce qui vient de se passer. C'est une scène incroyable. Mais qu'est-ce qui en fait un exemple de description dense plutôt qu'une simple anecdote? C'est la question clé. Ce qui est fascinant, c'est ce que Geertz appelle la confusion des langues culturelles. Vous avez 3 cadres d'interprétation qui s'affrontent et qui ne se comprennent pas. D'accord. Pour les Berbères, il y a le code de l'honneur tribal. Pour Cohen, il y a la loi tribale juive. Et pour les Français, il y a l'ordre légal colonial qui dit « Troll, le vol est illégal, la justice, c'est nous ». Et chacun agit selon sa propre logique, qui est opaque pour les autres. Voilà. Le résultat, c'est que ce qui est une forme de justice traditionnelle pour les uns devient une sorte de farce sociale pour les autres. Faire de la description dense, c'est précisément ça. Démêler ces fils, comprendre que les gens agissent à l'intérieur de ces structures de signification. D'accord? Donc la culture est une affaire de signification, d'interprétation, mais ça soulève une question, où est-ce que ça se trouve la culture? Est-ce que c'est un truc qui existe que dans nos têtes? C'est un point absolument crucial pour Geertz. Pour lui, la culture n'est ni purement subjective dans la tête de quelqu'un, ni purement objective comme un comportement qu'on pourrait filmer. C'est entre les deux. Il propose une autre image. La culture est comme un document public. C'est un système de symboles partagés qui existe dans le monde, à la vue de tous. Un clin d'œil, un raid de mouton, ce sont des événements publics.
Ce ne sont pas des entités mystérieuses, un esprit de groupe invisible. Exactement. C'est pour ça que la question pertinente pour lui n'est pas quel est leur statut ontologique, On se moque de savoir si un clin d'œil est d'une chose aussi réelle qu'une pierre. précisément. On ne se demande pas ce que c'est, on se demande ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est dit à travers ces actions? L'ironie, le défi, la fierté. La culture, c'est ce texte qu'on écrit tous ensemble en permanence. Et le travail de l'anthropologue, c'est d'essayer de le lire. Cette idée que la culture est un texte public qu'on utilise pour donner du sens à nos vies, ça a des conséquences assez énormes. Des conséquences radicales. Geertz démolit l'idée, très ancrée en Occident, qu'il existerait une sorte de nature humaine universelle. Une essence de l'homme qui serait la même partout, juste recouverte de différentes couches de culture comme des vêtements. Voilà. Pour lui, un être humain nu, sans culture, ça n'existe tout simplement pas. Et ça ne pourrait même pas exister. C'est une idée complètement renversante. Donc, il ne dit pas juste que la culture est un logiciel qu'on installe sur un matériel humain de base, il dit que sans le logiciel, le matériel ne peut même pas démarrer. C'est exactement ça. Et c'est son idée la plus profonde. Il affirme que l'être humain est l'animal le plus désespérément dépendant de programmes culturels pour pouvoir simplement fonctionner. C'est presque effrayant. Ces programmes, ce sont les plans, les recettes, les règles que la culture nous fournit. Sans eux, dit Geertz, un être humain ne serait pas un singe un peu plus malin, mais, et je le cite, un monstre ingérable et dépourvu de pensée. C'est une affirmation incroyablement forte. Donc, la culture n'est pas un luxe, un ornement, c'est une nécessité biologique. Une nécessité biologique fondamentale. C'est ça, son idée la plus folle. Pour lui, notre cerveau n'a pas juste évolué pour pouvoir accueillir la culture, il a évolué pour en avoir besoin. Sans elle, il ne sait pas comment fonctionner. D'accord. Si on a un besoin si vital de ces programmes culturels, comment est-ce qu'ils nous aident à faire face aux aspects les plus difficiles de l'existence? La souffrance, la mort, tout ce qui nous paraît absurde. Geertz applique justement cette idée à de grands systèmes de sens, comme la religion. Pour lui, la religion, c'est d'abord un système culturel qui nous aide à affronter le chaos, là où il menace de nous submerger. Il identifie 3 moments de rupture. Le premier, c'est quand on est face à l'inexplicable, aux limites de notre analyse. Oui, le déconcertant. L'exemple qu'il prend est celui d'un champignon à la croissance étrangement rapide dans une maison à Java. Les gens viennent de loin pour le voir, chacun a sa théorie. Ce n'est pas que ce champignon soit important en soi. C'est juste qu'il est bizarre. Il est bizarre. Il représente une anomalie dans le tissu de la réalité, et cette anomalie doit être intégrée, expliquée, pour que le monde redevienne cohérent. Le deuxième point, ce sont les limites de notre endurance. La question de la souffrance. Exactement. Ici, il décrit un rituel de guérison chez les Navajos, le chant. Ce rituel ne va pas forcément guérir la tuberculose d'un point de vue biomédical. Mais il fait autre chose. Il fait quelque chose de peut-être encore plus important. Il donne au malade un vocabulaire, un récit pour donner un sens à sa souffrance. Il transforme la douleur brute en une expérience humaine compréhensible et donc supportable. Et le troisième point, les limites de notre perspicacité morale. En gros, le problème du mal, l'injustice du monde. C'est le paradoxe éthique. Geertz utilise ici un mythe du peuple Dinka au Soudan. Le mythe raconte qu'à l'origine, Dieu et les hommes vivaient proches. Mais une femme, en pilant son grain, a accidentellement frappé Dieu avec son pilon. Dieu, offensé, s'est retiré très loin, laissant l'humanité seule face à la maladie et la mort. On pourrait y voir une histoire un peu misogyne, du genre c'est la faute de la femme. Et c'est là que son analyse est subtile. Il explique que pour les Dinkas, ce n'est pas du tout une leçon de morale, c'est une manière de contempler la condition humaine telle qu'elle est. C'est une image puissante pour accepter que nous vivons dans un monde où l'injustice existe sans raison claire. C'est fascinant pour le chaos personnel. Mais est-ce que ça s'applique aussi au chaos collectif, au désordre social et politique? Je pense aux idéologies. C'est exactement le parallèle qu'il fait. Pour lui, une idéologie, ce n'est pas juste un ensemble d'idées. Elle fonctionne comme une carte symbolique pour donner un sens à des situations sociales confuses, surtout en période de tension. Comme dans les nouveaux États sortis de la colonisation qu'il a étudiés. Précisément. En Indonésie, au Maroc, il identifie une tension centrale, une sorte de grand écart permanent entre deux forces. Deux forces opposées. Ouais. La première, il l'appelle l'essentialisme. C'est le besoin de s'ancrer dans le passé, dans les liens primordiaux. Le sang, la langue, la religion. C'est la quête d'identité, dire voilà qui nous sommes. Et la deuxième force, ce serait l'épocalisme, un mot un peu compliqué. C'est la volonté d'être de son époque, d'être moderne. C'est l'aspiration à construire un État-nation efficace, progressiste,
Le désir de dire, voilà où nous devons aller. Donc c'est comme une tension permanente entre regarder dans le rétroviseur pour savoir d'où l'on vient et regarder à travers le pare-brise pour savoir où l'on va. C'est une excellente image. L'essentialisme, c'est le rétroviseur. Le potialisme, c'est le pare-brise. Et la vie politique de ces nations, selon Geertz, se joue dans cet écartèlement. L'idéologie devient alors l'arène symbolique où l'on tente de résoudre cette contradiction. D'accord, mettons tout ça en pratique avec l'exemple le plus célèbre de Geertz, celui qui est dans tous les manuels, le combat de coq à Bali. Franchement, quand on entend ça, on se demande comment on peut lire un combat de coq. Ça semble juste brutal, non? C'est l'objection naturelle. Et c'est là que Geertz nous montre toute la puissance de la description dense. Pour lui, le combat de coq est tout sauf un simple divertissement. Il le décrit comme une éducation sentimentale pour les hommes balinais. Une éducation sentimentale, comment ça? D'abord, il y a une identification psychologique incroyable entre l'homme et son coq. Le mot balinais pour coq, sabung, est aussi utilisé pour dire héros, guerrier, champion. Le coq est une extension de l'ego masculin, totalement. Il représente l'idéal de soi, mais aussi ce que l'homme balinais craint le plus. L'animalité pure, la rage incontrôlée. C'est donc un double symbole, le meilleur et le pire d'eux-mêmes. Et les paris dans tout ça, ils semblent être au cœur du truc. Ils sont centraux, mais pas de la manière utilitaire qu'on imaginerait. Geertz distingue les paris centraux, entre les propriétaires, et les paris latéraux, dans le public. Ce qui est fascinant, c'est que les paris centraux sont presque toujours équilibrés, à 1 contre 1. Il n'y a pas de cote. Attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Si les paris sont équilibrés, et que le but n'est pas de maximiser le gain, pourquoi risquer autant d'argent ? Ça semble irrationnel. Profond. Un combat est dit profond, non pas à cause des coqs, mais à cause de la hauteur des enjeux du pari central. D'accord. Et plus le jeu est profond, moins il est question d'argent, et plus il est question de statut. Un combat profond oppose des individus de haut rang, des chefs de village, des groupes rivaux. Donc un homme ne met pas seulement son argent en jeu. Non, il met en jeu sa réputation, son honneur, son moi public. Le combat devient une sorte de théâtre de la hiérarchie sociale. Une dramatisation. Exactement. Dans la vie de tous les jours à Bali, les confrontations directes sont évitées. Tout est feutré. Le combat de coq, c'est l'endroit où, par le truchement des animaux, on peut mettre en scène cette hiérarchie de manière sanglante. C'est une métaphore qui dit que le statut, c'est une question de vie ou de mort symbolique. Mais au final, ça change quoi concrètement, hein? Le statut d'un homme ne monte pas ou ne descend pas réellement à cause de son coq. Le lendemain, le chef du village est toujours le chef. Et c'est là toute la subtilité. Sa fonction n'est pas instrumentale, elle est cognitive. Le combat ne change rien à la hiérarchie réelle, pas plus qu'un match de foot ne change la politique d'un pays. C'est un miroir, en fait. C'est un miroir, c'est un moyen pour les Balinais de se raconter leur propre histoire sur le statut, la fierté, la rage, la mort. Il prend toutes ces passions, souvent refoulées, et il les ordonne dans une structure lisible, intense, qui en révèle la nature essentielle. C'est de l'art, pas de la politique. Donc c'est un texte collectif qu'ils lisent pour se comprendre eux-mêmes. C'est précisément ça. Le combat de coq ne fait que montrer ses passions, il n'agit pas dessus. Il offre une interprétation de leur propre expérience. C'est, pour reprendre les mots de Geertz, une forme d'art populaire. De la signification cachée dans un simple clin d'œil à la philosophie d'un combat de coq, ce voyage dans l'œuvre de Clifford Geertz nous donne vraiment une nouvelle paire de lunettes. Oui, la culture, finalement, ce n'est pas juste une liste de coutumes. Donc, c'est cette toile des significations que nous tissons nous-mêmes et dans laquelle, comme il le dit, nous sommes suspendus. Son approche est une invitation permanente à devenir des interprètes de notre propre monde, à lire les actions qui nous entourent comme des textes chargés de sens. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Si notre culture est, elle aussi, un ensemble de textes qu'on peut lire, quels sont les textes centraux de notre société aujourd'hui ? Bonne question. Que révélerait une description dense à la Geertz d'un mème qui devient viral, d'une réunion d'entreprise avec ses codes, ou d'un débat politique télévisé ? Quelles sont les significations profondes qui se jouent sous nos yeux et qui, peut-être, sans ces outils, nous échappent complètement ?